L'ancien Premier ministre, président du groupe Ensemble à l'Assemblée, est venu au marché des Halles distribuer des tracts pour Camille Galliard-Migné, candidate aux élections législatives anticipées dans la première circonscription de l'Isère. Les conditions de neige sont idéales pour les vacances à la montagne. Découvrez aussi au musée dauphinois une exposition des photographies de Jacques-Henri Lartigue qui ont contribué à faire des stations des podiums de mode. Et puis, c'est l'une des entreprises qui fait rayonner notre département à l'international, même si on aimerait bien tout garder pour nous. La chocolaterie Bonnat continue de régaler les gourmands avec sa nouvelle usine à Saint-Étienne-de-Crossé. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 décembre 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Que les Isérois lèvent le doigt. Notre département a gagné plusieurs milliers d'habitants selon le recensement 2022 qui vient d'être dévoilé par l'INSEE. Nous sommes donc 1 291 380, c'est 6% de plus qu'en 2016, soit une croissance plus élevée que la moyenne nationale, mais ça baisse dans les villes, moins 0,2% à Grenoble, moins 0,3% à Saint-Martin-d'Air. Ça baisse aussi à Bourdoisan avec une population qui diminue de 2,3%. Et ça monte dans les secteurs résidentiels, plus 3,9% à Saint-Georges-de-Comiers ou plus 3,8% au Fontanil-Cornillon. La première circonscription de l'Isère compte près de 132 000 habitants, mais tous, évidemment, ne pourront pas aller voter les 12 et 19 janvier pour élire leur député, celui ou celle qui remplacera Hugo Prévost, qui a démissionné en octobre. 10 candidats se présentent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Télé Grenoble a organisé cette semaine un débat avec les représentants des principaux partis. Des échanges que vous pouvez suivre ce vendredi à 21h, samedi à 9h15, dimanche à 17h30 et en replay sur télégrenoble.net. La parole sera donnée aux autres candidats à partir de la rentrée le 6 janvier. Vous pourrez les retrouver dans le JT. Camille Galliard-Migné, que l'on avait peu vue jusqu'à présent, a sorti le grand jeu ce vendredi matin. L'ex-députée, elle avait remplacé Olivier Véran, devenu ministre de la Santé, était entourée pour la traditionnelle visite du marché des Halles de Grenoble de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. L'un comme l'autre ont tenu à présenter ce qu'ils présentent comme la capacité à rassembler et le lien fort avec le territoire pour de la candidate. Opératif qu'on cherche à l'Assemblée, je l'ai déjà engagé dans le cadre de mon premier mandat. J'ai été député pendant 2021-2022 pendant le Covid. Et là, justement, c'est parce que notre territoire a su travailler ensemble que j'ai pas agi toute seule. J'ai agi avec les acteurs de la santé, avec les maires, les institutionnels, les acteurs associatifs. Et c'est comme ça qu'on a soutenu ce territoire. Ensuite, j'ai créé une fondation à la fin du premier mandat qui justement faisait ce lien entre les acteurs entreprises et associatifs. Et là, de nouveau, avec cet esprit que c'est ensemble qu'on peut faire avancer ce territoire sur le champ de la précarité. Et aujourd'hui, maintenant, c'est cet esprit coopératif, cet engagement que j'ai, cette méthode que j'ai du dialogue, de la nuance, de l'écoute, eh bien je veux l'appliquer à l'Assemblée. Elle est née, elle a grandi et elle habite avec sa famille sur cette circonscription. Face à un candidat insoumis, parachuté une nouvelle fois sur cette circonscription qui ne la connaît pas. C'est pas n'importe quelle circonscription, c'est un des poumons économiques du pays. Et notamment pour tout ce qui relève de l'innovation, de la chimie, de l'industrie. C'est l'un des poumons économiques du pays. Et c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de Camille comme députée, parce que avoir comme député sur le poumon économique et industriel du pays quelqu'un qui rejette l'entreprise, veut taxer nos entreprises et mettre des bâtons dans les roues à nos entrepreneurs, avec la France insoumise, c'est pas un service à rendre ni à ce territoire ni au pays. Les vacances d'hiver débutent donc ce vendredi soir et la neige tombée en masse devrait permettre d'accueillir de nombreux amateurs de glisse. Selon l'Observatoire du tourisme en Isère, les taux de réservation dépassent les 80% pour la semaine du Nouvel An. Toutes les stations iséroises ou presque seront ouvertes à partir de samedi, y compris l'Alpe du Grand Serre, qui avait bien failli rester en plan cette année, mais a finalement dû son salut pour un an. Pour l'instant, un grand élan de solidarité. Ce qui ne sera pas le cas d'une autre station de Matésine, celle toute petite des Signareaux, gérée depuis 50 ans par des bénévoles. L'armoire électrique qui gère l'unique téléski a été vandalisée il y a quelques jours, comme elle l'avait déjà été en 2009. La mairie de la Motte d'Aveillan a porté plainte. Et pour prendre de l'altitude, pas la peine de vous encombrer de votre véhicule puisque les cars transaltitude ont repris du service cette saison avec des nouveautés, ce qui porte à 14 le nombre de domaines accessibles jusqu'au 21 avril en Isère.
Transaltitude, c'est le réseau saisonnier qui permet de desservir les stations de ski de l'Isère. On en dessert 14 avec des petites nouveautés cette année, puisque on a Saint-Pierre-de-Chartreuse qui est désormais desservi, et puis également Grèce-en-Vercors qui n'était pas dans le réseau auparavant. Et on a un petit peu plus de 100 000 voyageurs sur le réseau chaque année. C'est une tendance qui est plutôt constante et à la hausse. Donc on répond aux attentes des voyageurs qui ont plus de préoccupations environnementales, des préoccupations économiques, des préoccupations de sécurité, parce que quand on est dans le car, on est tranquille, hein. On part de Grenoble, on part de Valence TGV pour aller vers le Vercors, ça c'est une nouveauté. Et on peut aussi partir de Voiron pour aller en Chartreuse, et ça c'est aussi une nouveauté. Donc vous voyez, c'est un réseau qui se diversifie sous l'impulsion du département de l'Isère et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont eux qui organisent ce service, et VFD vient de remporter l'appel d'offres pour 6 ans. Voilà, donc on est plutôt assez fiers de pouvoir continuer l'aventure, puisque c'est un réseau que VFD avait créé historiquement dans les années 80. Et donc, on continue à exploiter tout ça pour le bonheur des voyageurs, des skieurs. Et pour les Grenoblois qui seraient intéressés, on peut acheter un pack ski ligne avec le forfait plus le transport et aller vers une dizaine de possibilités ski ligne. Donc, le site internet détaille tout ça, transaltitude.fr. Et voilà, c'est parfait. Le syndicat mixte des mobilités de l'Aire grenobloise vous transporte aussi en montagne. Le SMAG a repris le transport vers le Collet, le col de Porte, Champs-Rousses et les Sept-Lots. Et pour ces deux dernières, il existe aussi un skibus, un titre combiné bus plus forfait de ski. Toutes les infos à retrouver sur le site réseau-m.fr. À noter quand même que le collectif Bus Montagne Grenoble dénonce le fait que les non-abonnés à M-Réseau paieraient beaucoup plus cher qu'avant. Et puis pour ceux qui préféreraient prendre leur voiture, sachez que désormais le stationnement à Champs-Rousses est payant. Les transports en commun, il va peut-être falloir vous y mettre à partir du 1er janvier. Voitures comme 2 roues motorisées, critère 3, seront concernés par la nouvelle interdiction de la zone à faible émission issue de la loi climat et résilience. Dans la métropole de Grenoble, la ZFE est mise en place sur 13 communes. Elle est active de 7h à 19h du lundi au vendredi. Certaines dérogations sont possibles pour les petits rouleurs, par exemple. Et comme lors des précédentes étapes, une période pédagogique de 6 mois sera observée. La métro propose aussi des aides financières pour apprendre à changer de pratique. Retour en montagne, puisque vous avez délégué la galère du transport et du stationnement. Il vous reste un peu de temps pour choisir la tenue qui fera de vous la reine et le roi sur les pistes et aux terrasses. Grâce aux photographies de Jacques-Henri Lartigue, le musée dauphinois nous prouve que le style et les cimes faisaient déjà bon ménage dès le début du tourisme en montagne, au début du XXe siècle. Jérémy Pinard. Le style en haut des cimes, Jacques-Henri Lartigue le photographie. Les tirages de l'exposition Style et cimes du musée dauphinois nous ramènent à la naissance de la photographie amateur. C'est au début du XXe siècle, avant ses 20 ans, que Jacques-Henri Lartigue commença à photographier la sphère mondaine dans laquelle il était plongé. La photographie, c'est un support qui est très peu utilisé au début du XXe siècle, finalement réservé à une petite partie de la population qui a les moyens de pouvoir se procurer un appareil photo et de connaître ce média. Lartigue en fait partie parce qu'il appartient donc à une famille aisée qui s'intéresse aux innovations, aux inventions. Une chance pour ce jeune artiste en devenir, accompagné par son entourage. Ses photographies mettent à l'image des moments privilégiés. Passionné par le sport, il découvre les Alpes dès l'apparition des premières stations de ski. Ces photos joyeuses contrastent avec l'époque pourtant très sombre qu'attendait la France. On a du mal à imaginer quand on voit les sourires ici, les mouvements sur la glace, ces gens tirés sur la neige, que nous sommes dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité terrible, qui est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces travaux sont aujourd'hui une énorme richesse pour l'étude des hautes sphères de l'époque. Considéré comme un pionnier de la photographie artistique, en réalité, il considérait cette pratique au début comme un simple passe-temps. Donc il y a là un média que lui ne caractérise pas comme d'un art à proprement parler, mais qui pourtant va le faire connaître. Lartigue, c'est un peintre surtout. Il se revendique comme un artiste peintre, et non pas comme un photographe artiste. Mais finalement, ce qu'a retenu l'histoire, c'est son art de la photographie,
Et il fait partie des personnes qui ont fait rentrer la photographie dans le domaine artistique et patrimonial. Décédé en 1986, Jacques-Henri Lartigue laisse aujourd'hui derrière lui plus de 1500 peintures et 100 000 clichés. Une exposition à voir jusqu'au 6 janvier et pour la 3e carte blanche de sa saison culturelle Déshabillez-nous, le département accueillera en résidence artistique Kaarina Kaikkonen. L'artiste finlandaise est à la recherche de chemises inutilisées, démodées, oubliées ou trop portées avec motif ou non pour leur offrir une seconde vie. 2 espaces de collecte seront mis en place à partir de ce samedi au musée dauphinois et au musée archéologique Saint-Laurent. Joyeux Noël Félix, c'est l'un des mes stars des fêtes, le chocolat. Et c'est Félix Bonnat qui, le premier de la famille, a commencé à fabriquer des chocolats en 1884 à Voiron. Une petite entreprise qui a bien grandi au fil des années et a même dû quitter récemment sa bonbonnière du Coursenaison où subsiste la boutique pour un nouveau site de production à Saint-Étienne-de-Crossé, une usine en forme de tablette de chocolat, presque comme celle de Mirko Pesci qui a rencontré le maître Stéphane Bonnat. Dans la famille des entreprises voironnaises, je demande la chocolaterie Bonnat. Reconnue dans le monde entier pour son expertise du cacao, de la cabosse à la tablette, l'entreprise s'est offert un nouveau lieu de production à Saint-Étienne-de-Crossé. Ici, pas de grosse production industrielle. Le chocolatier mise sur un savoir-faire artisanal. C'est un métier d'artisan, obligatoirement. On travaille avec, par exemple, des plantations qui vont faire 2 hectares. Nous faisons à peu près 200 tonnes de produits à l'année. Un petit semi-industriel va faire 40 000 tonnes. Le plus gros chocolatier mondial fait en 20 secondes ce que nous faisons en une année. Stéphane Bonnat est le 11e dirigeant de l'entreprise familiale. Il entretient des liens avec les producteurs indépendants et s'engage à les payer jusqu'à 4 fois le prix du marché. Ma femme et moi nous déplaçons dans les plantations plusieurs fois par an, à la fois pour voir nos partenaires planteurs, parfois nos plantations, et puis nous assurer que les protocoles de fermentation, séchage sont bien adaptés aux récoltes en cours. Les fèves de cacao demandent un climat où la température reste au-dessus de 20 degrés tout au long de l'année. Alors, ce qui pousse à Saint-Étienne-de-Crossé, ce sont les sculptures en chocolat, les tablettes et les truffes. Alors ici, on fait les truffes, c'est un bonbon de chocolat traditionnel qui est, comme tous les autres bonbons de chocolat à la maison, fait à la main. On a un petit peu cette espèce de dualité entre des méthodes qui sont vraiment ultra traditionnelles, qui ont 1 siècle et demi, et l'apport de nouvelles technologies, comme par exemple la découpeuse à jet d'eau. Le secteur de la chocolaterie connaît des difficultés depuis 2020. Le prix du cacao a augmenté de 400 à 600%, un phénomène lié à la fois au Covid-19 et à des mauvaises récoltes. Ça n'était pas grave à l'époque parce qu'il y avait 1 an et demi de stock physique en Europe, donc tout allait bien. Et puis, normalement, il y a 3 récoltes excédentaires pour 1 récolte déficitaire. Sauf que depuis le Covid, il n'y a eu qu'une seule récolte excédentaire. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de matières premières flagrant. Et à l'horizon 2025, on sait que la récolte sera déficitaire. Donc il va manquer entre 400 et 700 000 tonnes de fèves par an. Et bien évidemment, ça fait exploser les cours. L'export représente 30% du chiffre d'affaires de Bonnat. L'entreprise emploie 45 salariés et propose ses produits dans 400 points de vente à travers le monde. Et Bonnat, c'est aussi des gâteaux dont le grand son, composé d'une ganache au chocolat noir, d'un biscuit aux amandes et d'une crème à la chartreuse miam. Voiron qui devient aussi une place forte du cyclisme après avoir vu il y a quelques années passer le Tour de France et accueilli une arrivée du Critérium du Dauphiné. La commune iséroise sera ville d'arrivée du Tour d'Espagne le 26 août 2025. Le départ de la 4e étape ayant été donné quelques heures plus tôt de Turin en Italie, c'est logique. Les coureurs passeront notamment par Bourdoisan, Visil et Sassenage avant de rouler vers le Voironnais. Vacances ou pas, ne ratez pas le film Montagne du dimanche sur Télé Grenoble. Au-delà des cimes revient sur le parcours et la vie de champions de freeride, notamment le champion du monde originaire de Villard-de-Lans, Ludo Guillaudia. Découvrez comment il se prépare. Une nouvelle ligne dans une paroi, c'est un défi mortel réclamant une réflexion profonde et une préparation parfaite.
Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Les émissions continuent, mais la rédaction se met en pause jusqu'au 6 janvier. On se quitte avec les Swing Girls qui seront en concert au Théâtre en Rond de Sassenage le 31 décembre. Les nouvelles Èves en quelque sorte. Excellente soirée. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. À bientôt.